Donc Isabelle Warmos, qui travaille avec Émilie Dorgex de manière récurrente depuis de nombreuses années, et par ailleurs, comme dans son vrai métier, ingénieure au musée des plans reliefs, adjointe au directeur, et elle a été commissaire notamment de l'exposition sur les plans reliefs La France vue d'en haut au Grand Palais. Et elle va donc nous parler aujourd'hui de Strasbourg. Voilà. Bonjour à vous, Émilie, merci beaucoup de cette invitation. Quand Émilie m'a proposé d'intervenir lors de ce séminaire, mon choix s'est porté sur la ville de Strasbourg, car je trouvais ce cas d'étude intéressant à plus d'un titre. D'une part, en raison du statut même de la ville, puisqu'il s'agit au départ d'une ville libre d'empire devenue française en 1681, suite à la conquête de la ville, la reddition de la ville face aux armées de Louis XIV. Donc, à partir de cette date, la ville de Strasbourg devient une place forte majeure aux frontières, sur la frontière est de la France. Par ailleurs, on va le voir un petit peu en détail, au XVIIIe siècle, à l'initiative des militaires qui font pression auprès de Choiseul, un architecte est mandaté, Jacques-François Blondel, pour établir un plan d'urbanisme de la ville. Et je dis bien à l'origine, à la demande du pouvoir militaire implanté dans la ville depuis 1681. On va voir très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, que ces projets de Blondel ne vont pas aboutir, ou à très peu de choses près, dans ces réalisations. Et enfin, Émilie, comme dans les pistes qu'elle avait proposées pour ce séminaire, parlait aussi des sources documentaires pour travailler sur les réformations urbaines, l'évolution urbaine. Et il se trouve que la ville de Strasbourg, en fait, est documentée par 2 plans reliefs séparés par un siècle. Le premier, qui est aujourd'hui conservé au musée d'histoire de la ville de Strasbourg, date des années 1730. C'est un plan relief qui, au départ, faisait partie de la collection des plans reliefs aujourd'hui conservés à Paris. C'est un plan relief qui avait été pris par les Prussiens en même temps que 18 autres en 1815, emmené donc en Allemagne, et offert par l'empereur Guillaume II à la ville de Strasbourg au début du XXe siècle. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ce plan relief du XVIIIe siècle, là je vous ai mis un plan de montage d'ensemble, est conservé à Strasbourg. Et donc au XIXe siècle, en 1830, la Galerie des plans reliefs a souhaité remplacer ce plan relief disparu, perdu, étant donné que la ville de Strasbourg était toujours une place forte stratégique extrêmement importante. Et donc, un siècle après le précédent, un nouveau plan relief a été réalisé. Et ce plan relief réalisé en 1830-1836 a lui-même été actualisé une vingtaine d'années plus tard pour faire apparaître sur le plan relief des changements importants dans l'urbanisme de la ville, changements importants qui l'étaient aussi au regard des militaires. Et cette actualisation du plan relief a porté énormément sur les grands équipements qui étaient apparus, à la fois la gare et la voie de chemin de fer, les grands équipements aussi pour l'éclairage urbain au gaz, certains marchés, etc. Donc je vais y revenir aussi.
il manque pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en projet, une étude fine pour savoir ce qui a été réellement actualisé sur ce plan relief de 1830 dans les années 1850-1863, pour savoir si c'est seulement une partie qui a été actualisée ou si toutes les métamorphoses urbaines opérées entre 1836 et 1850 ont été réelles, ou est-ce que ce plan relief du 19e siècle que l'on conserve à Paris aujourd'hui est une espèce d'arlequin qui représente un état de la ville qui n'a jamais réellement existé. Mais donc, je voulais vous présenter, alors ma présentation va vous parler rapidement du plan de Blondel qui a servi de trame, en fait, même si très peu de choses ont été réalisées, mais pendant tout le XVIIIe siècle et début XIXe, le projet de Blondel a servi de trame au projet d'urbanisme, n'ont pas été réalisés. Il y a eu d'autres projets après au XIXe siècle. Et je vais me baser aussi sur la confrontation visuelle avant-après des deux plans reliefs à un siècle d'intervalle pour illustrer les grandes évolutions des programmes urbains de Strasbourg. Donc oui, je le disais, un premier plan, très rapidement. La ville de Strasbourg est prise en 1681. Vauban est dépêché immédiatement sur place par Louis XIV, établit des plans et fait réaliser, remanie les fortifications de Strasbourg. Oui, on voit la flèche. Donc Vauban va essentiellement construire la citadelle et donc créer un vaste espace, l'esplanade reliant la nouvelle citadelle à la ville ancienne que vous voyez là, remanier les fortifications préexistantes du XVIe, XVIIe siècle, comme il le fait à son habitude, en régularisant, s'intéresse à l'hydraulique, va aménager le fort de Quelle de l'autre côté du Rhin. Mais finalement, comme à chaque fois dans une place forte, on s'intéresse d'abord aux fortifications et assez peu au programme urbain intérieur. Il a juste créé quelques casernes. Et donc c'est cet état de la ville qui va perdurer pendant toute la fin du XVIIe siècle. Quelques programmes de casernes, mais très peu finalement vont être réalisés. Et c'est pour cette raison que les militaires vont, à plusieurs reprises, dès la toute fin du XVIIe siècle et surtout au début du XVIIIe siècle, le premier tiers, réclamer la construction d'importantes casernes complémentaires, une place d'armes digne de ce nom, et d'avoir un réseau viaire reliant casernes, fortifications et places d'armes qui soit plus large en fait que le tissu urbain hérité du Moyen-Âge que vous voyez sur le plan, extrêmement dense, extrêmement tortueux et qui n'était pas simple d'utilisation pour les militaires. Donc c'est véritablement cette idée émanant des militaires qui va conduire à Choiseul. Alors Choiseul va être habile, il va demander en fait que les magistrats de la ville lui fassent la demande d'envoyer un architecte de Paris pour établir un projet urbain, mais dans la tête de Choiseul, le projet était déjà fait et le choix de Blondel était déjà établi. Blondel qui venait d'achever le réaménagement autour des espaces autour de la cathédrale de Metz. C'était entre 1761 et 64, et Blondel en fait va être appelé à Strasbourg dès 1764. Donc là, je vous remonte alors les plans reliefs. En deux mots, le plan relief de 1727-28, il est composé, si ma mémoire est bonne, d'une trentaine de 23 tables, celui-là. Il fait 60 mètres carrés à peu près. Il est réalisé à l'échelle du 600e. Et certains monuments principaux, on le verra, dont la cathédrale, sont réalisés au 500e. Il a été réalisé sous la direction de l'ingénieur Ladevez, qui a réalisé une dizaine de plans reliefs à peu près à la même époque, dont deux qui sont encore conservés, ceux de Douai et d'Arras, et les autres ont tous disparu.
Et donc celui de Strasbourg conservé à Paris en réserve a été réalisé sous la direction de l'ingénieur Boitard. Lui fait 72 mètres carrés et composé de 30 tables. Donc oui, ce sont toujours des œuvres conséquentes puisqu'il fait 10 mètres 86 par 6 mètres 65. Et là, pour le plan F du 19e siècle, l'ensemble des éléments architecturaux, planimétriques, etc., sont réalisés à l'échelle du 600e. Je vous montre donc le plan, un des plans de projet de Blondel, cette fois-ci. Donc, le projet de Blondel est connu en partie par les chapitres qu'il y consacre dans son cours d'architecture, qui va être édité à partir de 1700, je me souviens plus, 71, entre 1771 et 77. Donc plan gravé, partiel, mais sinon les relevés faits par Blondel et ses projets sont conservés aux archives municipales de Strasbourg et aux archives départementales. Et là, je vous montre un assemblage des différents cantons. Donc Blondel avait divisé la ville pour faire les relevés en plusieurs cantons. Et donc là, c'est l'historien strasbourgeois Thiriat qui a réalisé l'assemblage de ces différents plans de Blondel, plans de projet que vous voyez là. Moi, je ne vais pas détailler l'ensemble du projet. Je vais m'intéresser à certains secteurs. Ici, ce qui est aujourd'hui la place Kléber, qui était la place d'armes réclamée par les militaires. Les abords ici de la cathédrale. Et puis le secteur ici d'une place qui va être aménagée, la place Broglie. Et on reviendra aussi pour le 19e siècle, je reviendrai sur ce secteur-ci. Je vous montre un petit peu les plans manuscrits de Blondel. Son idée, donc, c'était de répondre d'abord aux attentes des militaires. Et donc, je vous dis, implanter quelques casernes, créer une place d'armes, créer un hôtel de ville, et puis redresser les rues de la ville, qui étaient extrêmement tortueuses. Il voulait redresser, percer et aligner certains îlots urbains et créer de nouvelles voies, mais de manière... Alors on va voir son plan imprimé dans le cours d'architecture est plus radical. Il démontre une évolution dans la pensée de Blondel, mais aussi ses allers-retours entre ses réflexions, le pouvoir local, l'architecte de la ville, l'hostilité de la population de Strasbourg vis-à-vis de ces idées de percement. Et donc, il y avait certains habitants de la ville qui auraient perdu de la surface de leur maison. Ils ont été extrêmement hostiles à cela. Pardon. Et son plan plus radical, donc, qui est, je vous l'ai mis ici, publié dans son cours d'architecture, émane aussi de ses échanges avec Choiseul, qui lui demandait d'aller plus loin dans ses réflexions. Blondel, lui, donc, voulait quand même au départ intervenir de manière assez subtile. Donc, je vous ai mis ici le plan, le relevé, l'état des lieux. On est sur la place d'Armes, donc l'actuelle place Kléber, l'état des lieux, ici. Donc il y en a deux versions qui existent, une version aux archives départementales avec un code de couleur. Le rose, ce sont les maisons bourgeoises, le orange qui appartient à la ville. Une espèce de cadastre avant l'heure ici, puisque là, il y a une véritable dénomination, en fait, des propriétés des habitations, et le projet de Blondel. Et vous voyez comment, d'une place irrégulière préexistante, Blondel veut rectifier, aligner
et créer des formes en exèdre pour aménager une véritable place d'armes et créer aussi certaines percées avec des points de vue d'un endroit à un autre, d'une place à un autre, d'un monument à un autre. Donc un véritable projet urbain, plan directeur en fait de la ville, puisqu'il imaginait que son plan pourrait permettre le réaménagement de l'intérieur de la ville. Il s'est intéressé uniquement à la ville intramuros sur une vingtaine ou trentaine d'années à venir. Dans les faits, son plan n'a pas été réalisé. Donc là, sur le plan général, je vous montre cette bande rouge que j'ai tracée correspond à ce qui a été publié dans son cours d'architecture que vous voyez ici. Là, ce sont des projets des grandes casernes jamais réalisées, souhaitées par les militaires. La fameuse place d'armes ici, qui ne sera absolument pas réalisée en l'état. On va le voir à travers l'exemple des plans reliefs sur la place d'armes. Il va juste construire le bâtiment qui sera le siège des militaires, en fait, où vont habiter tous les officiers, le bâtiment de l'Aubette, pas l'Aubette que l'on connaît du début du XXe siècle à Strasbourg, mais bel et bien ce premier bâtiment militaire du XVIIIe siècle. Ça va être quasiment la seule mise en exécution du programme urbain de Blondel, que ce bâtiment de l'Aubette. J'en viens un petit peu, partant de ces grands principes de Blondel, et je vous disais donc qui va guider malgré tout toutes les réflexions dès qu'on va vouloir réaménager le centre-ville de Strasbourg tout au long donc, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Petit à petit, des choses vont se faire progressivement. Donc là, je vous montre quelques détails du plan relief du XVIIIe siècle de Strasbourg. Ce plan relief du XVIIIe siècle, en fait, il nous montre une ville, à part le réseau fortifié remanié par Vauban, c'est une ville intramuros dans son état médiéval et du XVIe siècle, à l'exception de quelques hôtels particuliers, un petit nombre, qui ont été aménagés près de la place, ce qu'on appelle aujourd'hui la place Broglie, donc des hôtels à la française, mais sinon on reste, vous le voyez là, dans un urbanisme tel qu'il existait au Moyen-Âge et au XVIe siècle à Strasbourg, avec quelques éléments importants que l'on peut voir, qui sont hérités en fait du Moyen-Âge, qui sont ici sur ce qui va être, on va le voir, la place Gutenberg qui existe aujourd'hui à Strasbourg, l'hôtel de ville médiéval ici que vous voyez, et qui va être hôtel de ville ancien, qui va être détruit en 1780 pour aménager la place Gutenberg. Alors, je vous remontre ici, et la place Gutenberg est aménagée ici, à partir de 1780, sans suivre complètement les plans de Blondel, mais il y a cette idée d'aménagement de place, d'enjoliver la ville, d'embellir la ville, et d'avoir des points de vue reliant cette place et une petite place qui existe aussi ici, sans pour autant arriver à pratiquer les alignements urbains préconisés par Blondel dans ses plans. Donc il faudrait toujours faire un aller-retour en fait entre le plan relief du XVIIIe, les projets de Blondel et ses relevés, et ce plan relief du XIXe siècle pour documenter les évolutions urbaines. Je passe, alors là je vous montre voilà, le détail en fait de l'ancien hôtel de ville médiéval. Et à partir du moment où on va détruire l'ancien hôtel de ville médiéval, il va avoir nécessité de créer un nouvel hôtel de ville ailleurs dans la ville.
Donc je vous montre d'autres points de vue ici. Voilà, parce que l'ancien hôtel de ville médiéval ici, mais il y avait une petite place ici, à proximité. Et donc quand on va aménager la place Gutenberg, on va créer aussi, reprendre cette percée visuelle vers la place suivante et essayer de faire de lien aussi avec le parvis de la cathédrale. Je vous remets ici ce plan pour que vous le localisiez. Je vous ai montré ici, c'est le parvis de la cathédrale que vous voyez ici. La place Gutenberg, elle était ici. Et là, maintenant, je vais m'intéresser à la place d'Armes, qui est aujourd'hui la place Kléber, pour ceux qui connaissent Strasbourg. Je vous montre les projets, alors l'état des lieux dressé par Blondel, son projet d'aménagement d'une vaste place d'Armes qui devait faire office de place d'Armes, mais aussi promenade urbaine, et qui finalement, alors ça c'est le grand bâtiment de l'Aubette, et c'est le seul bâtiment du projet de Blondel, encore une fois, qui sera réalisé. Et pour ce faire, on rase le bâtiment médiéval qui habitait le trésor de la ville. On va voir à quoi il ressemblait sur l'élévation. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible. C'est ce grand bâtiment avec cette haute tour qui avait aussi en plan une excroissance sur ce qui servait de place d'Armes depuis que les Français avaient pris la ville en 1681. Et donc ce vaste ensemble va être totalement rasé. Et alors vous voyez ici, sur le plan relief du 19e siècle, le bâtiment de l'Aubette qui sert à l'état-major, au logement de l'état-major de la ville de Strasbourg. Ici, je vais vous emmener ici. Donc là, on devine la place Broglie, vers laquelle on va aller. Alors, je vous ai mis un autre... alors, c'est la place Broglie. Ici, on est revenu en 1730. La place Broglie sous un autre angle, ici, telle qu'elle avait été aménagée, alors pas sous ce nom-là, dans les années, un petit peu avant, dans les années 1725, avant la réalisation du plan relief. Quelques hôtels particuliers avaient été aménagés autour de cette place qui était un marché et une promenade plantée. Un premier théâtre avait été aménagé ici au début du XVIIIe siècle. Ici se trouve l'école d'artillerie et la fonderie de la ville, aménagée aussi au début du XVIIIe siècle. Et je vous montre le même ensemble au XIXe siècle, où la place Broglie se retrouve ici, prolongée par la place de la Comédie. Le théâtre est remplacé, et là on est totalement dans ce que Jean-Philippe Garrick évoquait tout à l'heure. On est véritablement aussi au XIXe siècle dans la mise en place de ces programmes urbains avec la mise en place de théâtres, de marchés. Dans d'autres endroits de la ville, je ne vais pas tout évoquer, de boucheries extrêmement importantes. Et puis, je vais y revenir après, tous ces équipements urbains pour la gare, l'éclairage urbain, mais qui se mettent en place progressivement au XIXe siècle. À partir, alors là, pour ces équipements du XIXe siècle, on a délaissé les projets de Blondel non aboutis pour essayer de mettre en place à partir des années 1830 un nouveau programme urbain qui lui non plus ne va pas fonctionner en ce qui concerne les alignements
Ce sont vraiment les programmes en termes d'équipement, de bâtiments qui vont être en place. Mais là encore, pour des raisons financières et d'hostilité de la population, les grands alignements et grands percements dans le centre urbain de la ville ne vont toujours pas se faire au XIXe siècle. Et c'est vraiment, là c'est une parenthèse, c'est quand la ville va devenir allemande, donc redevenir allemande à partir de 1870. Donc c'est au début du XXe siècle, fin 19e et au tout début du XXe siècle, que de grands percements vont être réalisés au centre-ville de Strasbourg. Mais finalement, donc, quand les Prussiens prennent la ville en 1870, le cœur urbain de la ville va être celui encore du Moyen-Âge, avec des équipements du XVIIIe et du XIXe siècle, des grands bâtiments, des grands équipements qui vont être aménagés. Il y aura eu ici, je vais vous le montrer ici, un assainissement qui a été fait au XIXe siècle. Tous ces fossés en eau qui existaient depuis le Moyen-Âge, depuis le XVIe siècle, vont être soit couverts, soit canalisés pour assainir la ville. Et là, vous voyez ici ces doubles fossés et cette fosse Bray qui existait depuis le XVIe siècle vont être aménagés en un seul canal qui fait le tour de la ville. Ici aussi, à partir de la toute fin du XIXe siècle, du XVIIIe siècle et début XIXe, autour de la place Broglie, on va dans les grands hôtels particuliers aménagés et on va créer de nouveaux bâtiments pour accueillir l'hôtel de ville. Un peu plus tard, la préfecture, l'hôtel, alors les prisons et les palais de justice sont aussi, je ne les retrouve plus, aménagés dans ce secteur, mais vraiment un quartier totalement réaménagé et on va dire francisé à partir de la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle. Je vous le disais, ce plan relief du XIXe siècle, des années 1830-1836, est actualisé à partir de 1852 pour tenir compte en fait des grands réaménagements qui a été fait, notamment la création de la voie de chemin de fer, de la gare, etc. Ces grands réaménagements, ils apparaissent sur la maquette, mais ils apparaissent aussi sur les relevés préparatoires que nous conservons toujours dans les archives du musée des plans reliefs, qui ont servi à la réalisation du plan relief du XIXe siècle. Donc on conserve, alors je vous montre quelques... Alors, c'est ça qui a fait que je suis arrivée en retard. Je voulais mettre un plan en haute résolution d'une épure qui était beaucoup trop lourd, qui a fait tout planter. Donc j'ai mis une basse résolution pour que vous ayez un petit peu une idée de ce à quoi ressemblent ces documents peu connus et conservés pour tous les plans reliefs du XIXe siècle dans les archives du musée, qui sont donc ce qu'on appelle les épures, qui sont les patrons de chacune des tables qui composent les plans reliefs, sur lesquels figurent en plan tous les relevés topographiques et tous les relevés architecturaux qui doivent être figurés en maquette par la suite. Et donc là, voilà, je voulais le mettre de manière détaillée, mais croyez-moi sur parole, là nous sommes dans le secteur de ce qu'on appelle le quartier du Marais Vert à Strasbourg, qui était jusque dans les années 1840, avant l'aménagement de la gare, une zone de maraîchage, de jardins, de petites constructions. Et donc on voit que l'épure elle-même a été remaniée. On voit des bâtiments qui sont rayés et par-dessus, alors est-ce que l'on voit ici les deux petits cercles que vous voyez là? Ce sont les usines à gaz qui sont aménagées à partir des années 1840 pour l'éclairage urbain de la ville. Donc il y a une superposition sur l'épure, on raye ce qui existait et on redessine par-dessus les nouveaux aménagements.
Et pareil, dans les cahiers de développement, donc en complément de ces épures, on a des cahiers avec tous les développés des façades de tous les éléments construits à figurer sur le plan relief, qui sont extrêmement précis, donc qui sont à l'échelle du 600e. Et pour le cas de Strasbourg, on a eu un système de démontage des planches pour montrer ce qui a évolué entre 1830 et 1850. Donc c'est un jeu de passe-passe pour retrouver les élévations des bâtiments années 1830 et les élévations des aménagements des années 1840-60 qui figurent sur le remaniement du plan relief. Concrètement, après, ces aménagements figurent sur la maquette. Et donc là, le quartier du Marais Vert, c'est cette zone-là. Je vous ai remis le plan de Blondel. On voit bien que ce sont plutôt des jardins, un quartier assez peu construit, que l'on retrouve ici sur le plan relief de 1730. Vous voyez bien cette zone de maraîchage. Et là, on voit l'équipement de la ville qui a totalement bouleversé en fait toute cette zone de petites maisons et de maraîchage. Vous voyez la gare, l'usine à gaz, des magasins en fait liés à l'arrivée des trains, le percement de la fortification et le remaniement complet d'un quartier entier pour les besoins des déplacements. Et c'est ce qui a aussi incité les militaires à réactualiser ce plan relief. Donc voilà, c'était pour moi, c'était vous présenter ce cas d'étude un peu particulier de cette ville à la fois place forte royale de première importance, pour laquelle on a fait appel non pas aux ingénieurs militaires pour réaménager l'intérieur de la ville, mais on a fait appel à un architecte parisien, un architecte du roi qui a été dépêché. Son projet d'urbanisme n'a pas abouti puisqu'il y a eu vraiment... il n'a pas été suivi par l'architecte local et par la population de la ville. Et puis après, on voit la mise en place au XIXe siècle de grands équipements urbains. Et donc je voulais vous montrer cette source documentaire qui n'est, à mon sens, pas toujours suffisamment exploitée aussi dans l'étude des évolutions urbaines, puisque là, on a la chance d'avoir en 3 dimensions toutes les façades des bâtiments dans ces villes. Donc on voit non seulement les plans d'alignement, mais aussi les élévations. Alors je vous l'accorde, ce sont des œuvres et des documents difficiles d'accès, peu faciles à manier, mais qui valent la peine d'être étudiés en complément des plans que l'on connaît et qu'on retrouve en abondance, et qu'il est important en fait de croiser en fait pour compléter notre connaissance de l'histoire de l'aménagement urbain. Je vous remercie et puis si vous voulez que je revienne sur certains points et si vous avez quelques questions. Oui. En termes documentaires, est-ce que ces plans reliefs ont été photographiés selon différents angles? Parce que c'est quand même assez difficile de les étudier sur place. Tout à fait. Là, c'est possible parce que tu montres des points de vue. Oui, alors en fait, le plan relief du XVIIIe siècle qui est à Strasbourg a fait l'objet d'une campagne photo à la fois par le service de l'inventaire et par le musée historique de la ville de Strasbourg où il est conservé il y a une bonne dizaine, voire quinzaine d'années maintenant. Et actuellement, il y a un programme, un projet ANR qui est mené par la ville de Strasbourg, donc le musée historique, l'école d'architecture de Nancy, un laboratoire, le CREC, qui est spécialisé aussi dans la numérisation du patrimoine, pour numériser le plan relief de Strasbourg du XVIIIe siècle et pour avoir un géoréférencement de la ville. Quant au plan relief du XIXe siècle, on a bénéficié, nous, d'une campagne photo partielle à l'occasion de l'exposition du Grand Palais en 2012, ce qui nous a permis, et on a cherché à avoir des points de vue comparés justement avec des photos existantes du plan relief du XVIIIe siècle pour nous permettre
d'avoir un certain nombre de points de comparaison sur l'évolution urbaine de la ville. Et quant au relevé préparatoire, depuis plusieurs années, on a entamé des campagnes de numérisation et de mise en ligne des relevés préparatoires, ce qui a été fait pour tous ceux des places fortes de Lorraine. Et là, on a un partenariat aussi avec Strasbourg. Donc on a restauré et fait numériser tous les relevés préparatoires du plan relève de Strasbourg. Et là, on veut faire une mise en ligne plus intelligente, en fait, pas mettre en ligne les données brutes, puisque en raison de cette complexité de lecture des relevés préparatoires du plan relève du 19e siècle, on veut pouvoir géoréférencer en fait les épures remaniées et les cahiers de développement remaniés pour que les chercheurs ou le public puissent s'y retrouver dans ce remontage du plan relief du 19e siècle. Voilà. Pour être complète sur le sujet. Éventuellement une autre question. On est très en retard, mais... Oui. C'est pas vraiment une question, mais bon, moi je suis allée, on est en train de travailler, comme tu sais, sur le relief de l'île. Ouais. Je barre d'envie parce que d'abord, nous on a un seul plan relief, une digitale et dans un hôtel épouvantable. Toutes les péripéties qu'il a connues. Oui. Et puis, donc on essaie de travailler, on a un peu la même démarche, mais voilà, il nous manque un maillon. Et puis après, quand je vois ça, je me dis aussi, mais, parce que ça, je vais en parler tout à l'heure, mais à Lille, la ville est tellement surpeuplée qu'il n'y a pas moyen de construire une ville sans une gare, sans faire péter tout un quartier. Et on est sur des problèmes des rapports à l'espace qui sont tout différents. Tout à fait. Oui, parce que Jean-Philippe en parlait tout à l'heure. Quand on parle de ville moyenne, j'ai aussi choisi Strasbourg pour ça. On est véritablement dans le cadre d'une ville moyenne. C'était une ville d'une population au moment après la prise de la ville par les Français. À la fin du XVIIe siècle, il y avait une population de 28 000 habitants. Au moment du projet de Blondel, il y avait 48 000 habitants. Donc par rapport à des villes comme Lyon, etc., on était plutôt autour de 100 000 habitants. On est à Strasbourg, effectivement, dans le cas d'une ville moyenne, mais qui explose aussi dans son carcan. C'est aussi une raison qui a fait que le projet de Blondel n'a pas abouti, indépendamment de la résistance locale et du problème de financement. C'est que la ville était prisonnière dans son carcan de fortification et que vous voyez qu'en très peu de temps, on est passé de 28 000 à 48 000 habitants. Donc imaginez de faire des percées dans la ville n'était pas possible ou très difficile. Alors, l'habitat urbain dans Strasbourg, ce sont des maisons à étages élevés, etc. Mais il n'empêche qu'on manquait de place pour abriter l'ensemble de la population de la ville.